Bonjour à tous, nous allons commencer cette présentation. Donc, merci de vous joindre à cette conférence de présentation des résultats annuels 2024 du groupe Arcure. Nous allons dérouler une présentation d'un peu moins d'une demi-heure pour commencer. Et puis ensuite, nous répondrons à vos questions. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez le faire dès à présent dans le module Q et R de cette application. Donc, vous les posez au fur et à mesure de la conférence ou à l'issue de la conférence. Et à la fin de la présentation, Marc, qui joue le rôle de modérateur dans cette réunion, nous donnera un petit peu les principales questions, un résumé. Il fera la synthèse de tout ça pour qu'on puisse adresser tous les points qui auront été abordés dans les questions. Voilà. On va commencer à dérouler la présentation. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-Gabriel Pointeau, directeur général délégué d'Arcure. Bonsoir à tous, je suis Virginie Grenianin, j'assure la direction financière d'Arcure. Et je suis Franck Guéraud, PDG d'Arcure. Donc, nous commençons comme traditionnellement par un petit résumé de présentation de la société. Donc, en 2024, Arcure a réalisé un chiffre d'affaires de 18,7 millions d'euros, donc en légère croissance par rapport à l'exercice précédent. 81% de ce chiffre d'affaires a été réalisé à l'export. Nous avons connu donc depuis la création de la société sur les 15 dernières années une croissance ininterrompue, avec en particulier une croissance moyenne agrégée de 33% sur les 10 derniers exercices. Le produit phare que nous vendons s'appelle Blackster. Il est présenté ici sur la photo dans sa version de la 4e génération. Nous avons installé 25 000 Blackster dans le monde entier depuis la création de la société. Nous sommes présents dans une cinquantaine de pays. À noter que parmi les 500 premières entreprises mondiales, 39 sont des utilisatrices du Blackster. Donc, Arcure, c'est une société pionnière dans des hautes technologies, notamment de l'IA, et nous allons y revenir, avec une gamme complète de solutions d'IA qui sont uniques sur notre marché des véhicules off-road. Nous sommes la référence sur notre marché. L'équipe Arcure qui est présente donc, dans une petite dizaine de pays, ça représente à peu près 80 collaborateurs à l'heure où je vous parle. Notre présence géographique donc centrée sur l'Europe, avec bien sûr le siège social à Paris, où il y a la R&D et les fonctions administratives de la société, les fonctions de production, supply chain, qui sont également en France, en Normandie, et puis des bureaux commerciaux ailleurs en Europe, notamment en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et enfin, la filiale qui a été créée en 2019 aux États-Unis avec une douzaine de personnes à l'heure actuelle. Pour le reste du monde, nous adressons les autres pays avec des partenaires de distribution, donc des distributeurs locaux dans différents pays, en particulier en Amérique du Sud et en Asie. On a ici une représentation du Blackster sur des salons récents. Donc, le fait d'être présent, monté sur des véhicules de leaders mondiaux comme Stihl ou Jung Heinrich, comme on voit ici sur les photos, c'est évidemment un élément de crédibilité pour nos solutions. Et ça illustre également notre stratégie. Donc, Blackster, référence sur le marché de l'IA pour les véhicules industriels, montée d'usines chez les constructeurs de référence comme Stihl ou Jung Heinrich, et également reconnu par la profession, donc au travers d'un certain nombre de distinctions obtenues au cours des années, des récompenses obtenues depuis 2012 auprès d'institutions présentes dans le monde entier. Et donc là, par exemple, on cite des distinctions obtenues en Allemagne auprès des autorités en charge de la sécurité au travail. Donc, maintenant, on va vous présenter en quelques éléments
notre activité. Donc, on va commencer par une première image qui illustre l'environnement de travail habituel du Blackster. Donc, on voit par exemple un chariot élévateur qui évolue dans un site industriel. Donc, globalement, ce qu'on fournit chez Arcure Blackster, ce sont des solutions pour améliorer la sécurité et la productivité des chariots élévateurs et des engins de chantier, dans un premier temps. Et à moyen terme, ces mêmes capteurs vont nous permettre d'améliorer la sécurité et la productivité des sites industriels en tant que tels, ou aussi de travaux publics également. Donc sur le chariot élévateur, on peut reconnaître une caméra jaune, donc c'est la caméra Blackster, ça c'est notre métier historique, caméra avec de l'intelligence artificielle dessus depuis 2009, on fait de l'intelligence artificielle embarquée et qui permet de prévenir la collision entre les engins industriels et les personnes qui évoluent autour de ces engins-là. Depuis, on a largement développé la proposition de fonctionnalités et de services sur ces chariots. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais l'objectif, c'est de proposer une plateforme complète qui va permettre aussi de gérer la flotte avec un aspect solution et une interface Internet qui va suivre des indicateurs pour monitorer, pour piloter à distance la sécurité et la productivité des engins. Alors, quelques instants sur notre savoir-faire historique. Arcure a commencé l'intelligence artificielle en 2009. On appelait ça à l'époque le machine learning. Donc, le savoir-faire d'Arcure, c'est ce qu'on appelle, nous, la framework intelligence artificielle. Donc, c'est tous les process qui permettent de maîtriser la conception, la modification, l'entraînement des réseaux de neurones pour réussir à faire une application qui rend le service attendu. Donc, comme on fait ça depuis 2009, on a eu le temps de mettre au point tous ces process. On les a aussi notamment benchmarkés depuis plusieurs années avec des grands acteurs, comme avec Valeo, avec Thales, avec le CEA. Et on a défini des bonnes pratiques d'ailleurs il y a quelques années dans un groupe de travail commun. Pourquoi c'est important de maîtriser ces process? Parce que on voit, enfin vous voyez, j'imagine dans la vie de tous les jours, de plus en plus d'applications IA pour le B2C, et on peut être souvent déçu sur la robustesse de ces applications-là. Nos clients, nous, ce sont des industriels, donc on n'a pas le droit de les décevoir, en fait, sinon ils ne vont pas acheter nos produits s'il n'y a pas un certain niveau de robustesse dans la fonction qui est proposée. Donc, d'où l'importance de maîtriser ces processus de mise au point des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un de nos savoir-faire clés. Et le second élément clé différenciant, c'est la base de données. Donc une base de données en intelligence artificielle, c'est un élément important de performance de cette IA. Et pour nous, comme on évolue sur des sites industriels, donc des sites privés, depuis une vingtaine d'années, donc on a pu constituer une base de données qui est unique et qui a un niveau de variabilité en fonction des activités qui est assez élevé et qui va aider fortement à contribuer à la performance de l'IA. Voilà. Et donc cette base de données aussi peut nous servir pour développer de nouvelles fonctionnalités de ces algorithmes. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est l'IA depuis 2009. Donc on peut avancer ensuite. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on adresse le marché? On adresse par deux canaux différents. Donc on a le canal qu'on appelle aftermarket. C'est quoi? On va travailler avec des clients finaux comme ArcelorMittal, comme Forvia et tant d'autres, tout client qui utilise un chariot élévateur ou un engin de construction, Vinci aussi par exemple. Et on va leur proposer des solutions à tiroir qui peuvent être assez complètes, avec effectivement la prévention des collisions avec les piétons, avec les véhicules, fournir en même temps sur la même interface ce qu'on appelle une checklist avant le démarrage de l'engin, une détection de choc, des contrôles d'accès, des ralentissements automatiques, voilà, tout un ensemble de fonctionnalités que le client final va pouvoir sélectionner et ensuite sur un équipement complet l'installer sur sa machine. Souvent on va travailler via un distributeur ou via un concessionnaire, même si on a le lien direct avec l'utilisateur final. Ça, c'est
Ça, c'est notre marché historique qu'on appelle l'aftermarket. Et ensuite, il y a un autre marché qu'on développe aussi depuis 2016. Hein. Depuis 2016, on travaille avec des constructeurs. On est monté d'usine chez des constructeurs depuis 2016. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs, ils ont un plan d'implémentation de l'intelligence artificielle pour le futur. Et donc, ils recherchent des briques parce qu'ils peuvent déjà avoir des morceaux. Ils ont déjà souvent, par exemple, des écrans. Ils n'ont pas besoin d'un écran. En revanche, ils vont avoir besoin éventuellement d'une caméra intelligente ou s'ils ont déjà une caméra ou un calculateur, ils peuvent avoir besoin uniquement d'un logiciel. Et donc, aujourd'hui, on va aller aussi au-delà de la détection de piétons. Bien sûr, la détection de piétons, c'est l'un des premiers éléments qui va être nécessaire. Mais le but du jeu maintenant, c'est de se développer, d'aller plus loin que ça, d'aller plutôt vers de l'évaluation du risque et de développer aussi d'autres fonctionnalités pour renforcer la productivité des engins. Donc ça, c'est le canal des OEM. On va y revenir après. Ce qu'on appelle OEM, c'est les fabricants d'engins de construction et de chariots élévateurs, mais aussi ce qu'on appelle les Tier 1, donc les premiers fournisseurs, les fournisseurs de premier rang de ces grands comptes-là. Alors, on passe aux aspects financiers maintenant. Nous avons publié ce matin les résultats de l'exercice 2024 pour le groupe Arcure et nous avions publié en janvier le chiffre d'affaires pour l'exercice 2024. Donc, on commence par revenir donc sur ce chiffre d'affaires. En 2024, le chiffre d'affaires s'établissait à 18,7 millions d'euros. En progression par rapport à 2023. Le split entre les deux semestres, 8,6 millions d'euros pour le deuxième semestre, 10,1 pour le premier semestre. Sur les 3 derniers exercices, Arcure a connu une croissance de 80% de son chiffre d'affaires, avec donc une moyenne agrégée de 21,6%. Nous avions annoncé à la fin de l'année 2024 certains décalages de commandes qui expliquent que nous n'avons pas atteint les 20 millions qui étaient visés. Voilà. La répartition géographique, elle est, on va dire, conforme à nos habitudes. La France reste un pays assez fort, avec près de 20%. Un quart du chiffre d'affaires se fait en Amérique du Nord et 31% en Allemagne-Autriche, donc poussé notamment par les activités avec des constructeurs de machines de ces pays. On passe maintenant à l'aspect profitabilité. Donc, comme on l'indiquait, on a présenté ce matin les résultats de l'exercice 2024. Le premier driver de profitabilité, c'est la marge brute. La marge brute sur l'exercice 2024, elle progresse par rapport à l'exercice 2023. Elle s'établit à 57,5%. Et elle s'inscrit dans une tendance de progression observée depuis la création de la société, donc en particulier depuis 2021, comme c'est présenté ici sur ce graphique. Ce qui explique la progression de la profitabilité, c'est le travail important que nous réalisons sur les coûts de production, faisant un effort important pour qu'à chaque nouvelle génération du produit, nous soyons en mesure de réduire son coût de production. Donc ça a été le cas sur le Blackster Origin par rapport au Blackster 3 et c'est le cas sur le Blackster 5 par rapport au Blackster Origin. Le mix produit de l'exercice 2024, c'est une bonne partie de Blackster 3 et puis une majorité de Blackster Origin. Il est évident que si nous avions produit plus au lieu sur l'exercice 2024, ça aurait été plus de Blackster Origin, puisque nous avons quasiment épuisé tout le stock de Blackster 3 qu'il nous restait. Donc, avec une production dans laquelle le Blackster 3 reste assez significatif, nous conservons une bonne marge brute à 57,5%. À partir de 2025, forcément, donc, il y aura quasiment plus de Blackster 3 dans le mix produit. Et donc, notre anticipation, c'est que la marge brute sera nettement supérieure, puisque les deux autres gammes de produits, Blackster Origin et Blackster 5, donc, produisent une marge brute bien supérieure à celle du Blackster 3. Donc, au niveau des autres indicateurs de profitabilité, nous avons l'EBE qui correspond à l'excédent brut d'exploitation et qui s'établit cette année à 3,5 millions d'euros, à comparer à 2023 où il s'établissait à 3,4 millions d'euros.
Il représente 19% du chiffre d'affaires. Retraité du crédit d'impôt recherche, cet EBE s'établit à 4,4 millions d'euros, en progression de 0,3 millions d'euros par rapport à 2023. À noter que le BE inclut 2,4 millions d'euros au titre de la production immobilisée, qui s'élevait à 2 millions d'euros l'année dernière. Ces éléments correspondant aux frais de développement qui sont activés sur la prochaine version du Blackster. Alors, notre résultat d'exploitation est stable à 1 million d'euros et nous enregistrons un bénéfice net de 1,75 million d'euros, quasiment stable par rapport à l'année dernière. Alors, sur la présentation du compte de résultat, un point technique lié à un changement de réglementation en 2024 qui impose désormais de présenter le crédit d'impôt recherche en diminution de la charge d'impôt sur les sociétés. Ce crédit d'impôt recherche était auparavant présenté en autre produit d'exploitation. Par conséquent, les chiffres 2023 qui sont présentés ici sont retraités de ce changement de présentation du crédit d'impôt recherche. Alors, le résultat d'exploitation de 1 million d'euros tient compte des dotations aux amortissements du Blackster, qui représentent 2,1 millions d'euros environ. Pour ce qui est du résultat financier, nous avons une perte financière de 0,4 millions d'euros cette année, qui correspond principalement aux intérêts de la dette et à des effets de change. L'amélioration observée en 2024 de 0,2 millions d'euros s'explique notamment par un effet change qui est plus favorable à Arcure cette année et des intérêts financiers moindres. Le résultat exceptionnel pour sa part correspond à l'impact des subventions d'investissement. Donc, le produit d'impôt de 0,9 millions d'euros correspond en 2024 au crédit d'impôt recherche. Le produit d'impôt de 2023 de 1,2 million d'euros correspondait au crédit d'impôt recherche 2023 pour 0,75 millions d'euros, ainsi qu'un produit d'impôt différé sur déficit reportable de 0,5 millions d'euros. Le résultat net s'établit ainsi à 1,75 million d'euros et représente 9,4% du chiffre d'affaires. Donc, à la clôture de l'exercice 2024, le groupe dispose d'une trésorerie de 3,3 millions d'euros, dont l'évolution est présentée sur ce graphique et se décompose en plusieurs parties. Donc, tout d'abord, la génération d'une capacité d'autofinancement net des investissements à R&D qui représente 1,9 million d'euros. Ensuite, nous avons un impact du besoin en fonds de roulement avec une contribution de 3,2 millions d'euros au cours de l'exercice. Les principaux postes qui vont impacter la variation de BFR sont l'accroissement de la créance de crédit d'impôt recherche à hauteur de 0,9 millions d'euros, l'accroissement des stocks à hauteur de 0,5 millions d'euros, et l'accroissement du poste fournisseur à hauteur de 0,9 millions d'euros. En complément, donc, pour ce qui concerne les activités de financement, nous avons levé 2,1 millions d'euros de nouvelles dettes auprès de nos partenaires bancaires cette année pour contribuer à la fois au financement de l'innovation et au financement du BFR. Par ailleurs, nous avons continué notre désendettement à hauteur de 1,2 million d'euros. Donc, avant de passer à la stratégie, on voulait revenir sur les 3 derniers exercices, puisqu'en 2021, nous avions annoncé un objectif de chiffre d'affaires à 20 millions d'euros pour l'année 2024. Et donc, il nous semblait important de faire un petit peu un bilan de ces 3 années écoulées qui ont vu des transformations importantes pour la société. Pour commencer, déjà la croissance, bien sûr, le chiffre d'affaires. Quand on a annoncé cet objectif, on était en sortie de pandémie, on va dire, avec une année 2020 qui avait été assez compliquée à passer. Et on a annoncé en 2021 qu'on envisageait un doublement du chiffre d'affaires à l'horizon de 3 ans.
chose qui a été presque atteinte. On n'est pas complètement arrivé aux 20 millions. Néanmoins, donc, bien sûr, les éléments de conjoncture du second semestre 2024 expliquent ce retard, mais ça n'est qu'un retard, justement. Et concernant la répartition de ce chiffre d'affaires, bien sûr, on a poursuivi l'internationalisation du chiffre d'affaires avec maintenant plus de 80% du chiffre d'affaires réalisé international. Concernant la profitabilité, donc depuis plusieurs exercices maintenant, Arcure s'est installé donc sur une tendance profitable avec un résultat net nettement positif. Ça fait 2 exercices consécutifs où on est de la classe 10% de résultat net. Et le BE plus CIR a progressé de 0 à peu près, où il était en 2021, à 4,4 millions d'euros pour l'exercice 2024. Donc ça, c'est porté notamment par la progression de la marge brute. On a parlé tout à l'heure de ce qui conduit à cette progression de la marge brute. Au-delà de ça, on a quand même une capacité à maîtriser nos coûts fixes pour rester tout le temps en territoire positif au niveau du résultat net. En particulier sur un exercice comme 2024, on a été un petit peu challengé à la fin de l'année sur la croissance. Eh bien, on a eu cette capacité à être très réaliste sur nos coûts fixes pour maintenir un bon niveau de profitabilité et pas prendre de risques donc, du côté du résultat net. Voilà, ce qui produit cette performance économique et cette croissance, il faut jamais oublier que c'est les services que nous rendons à nos clients et donc notamment les produits que nous vendons. En 2021, quand nous annoncions cet objectif à 20 millions, le produit phare, c'était le Blackster 3 qu'on voit ici sur l'image. Depuis, on a changé plusieurs fois de génération du produit. On a amélioré considérablement à la fois le coût de production du produit, les performances offertes à nos clients et notre capacité à le produire, à la scalabilité, comme on dit, de notre production. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, donc en 2021, le Blackster, c'était un détecteur de piétons qui détectait, on va dire, à 7 mètres du véhicule, qui n'était pas connecté. Aujourd'hui, on a un produit qui détecte à 20 mètres, qui détecte beaucoup de postures, qui est peut-être 5 fois plus léger, qui prend beaucoup moins de place, puisqu'il y a maintenant uniquement la caméra, il n'y a plus de calculateur. On rend beaucoup plus de services parce qu'on est connecté. On détecte non seulement les piétons, mais on détecte les véhicules, les QR codes, on localise le véhicule sur le site. Avec le dashboard, le client peut suivre ses détections, ses performances en matière de sécurité. Donc, on offre aujourd'hui une palette de services qui nous permet d'accroître le chiffre d'affaires par client et de maintenir des prix élevés en tant que produit haut de gamme sur notre marché. Voilà, j'ajoute à cela que la base installée de produits a été plus que multipliée par 2 dans cette période de 3 ans. Et donc, on va continuer cette progression de la base installée dans les années qui viennent. On va échanger maintenant sur les perspectives d'ici à 2030 sur notre marché et les objectifs d'Arcure. Donc aujourd'hui, la plupart des grands constructeurs des chariots élévateurs, mais aussi des engins de construction, ont inscrit évidemment l'intelligence artificielle dans leur feuille de route pour différents types de fonctionnalités qui ont trait à la sécurité et à la productivité de ces engins. Donc c'est évidemment renforcer la sécurité autour des engins, mais c'est aussi utiliser ce qu'on appelle les technologies de perception pour contribuer à améliorer l'efficacité et la productivité de ces machines. On peut compter aussi des fonctionnalités sur la maintenance et aussi sur tout ce qui est tâches autonomisation des véhicules, soit par de l'aide à la conduite quand il y a un conducteur et in fine pour des véhicules autonomes. Aujourd'hui, c'est un enjeu pour nos clients. Donc, par rapport à cette situation, aujourd'hui, Arcure, on se met en position pour travailler de façon rapprochée avec les grands comptes et les leaders en fait, des engins de construction et des chariots élévateurs. Donc, on a axé notre stratégie sur 2 points qui sont essentiels pour nous. Le premier, c'est l'innovation. On voit que l'IA évolue extrêmement vite. On voit que le matériel aussi évolue extrêmement vite. Donc, on a des capacités de calcul embarquées aujourd'hui qui sont de plus en plus importantes et qui sont disponibles. Donc, nous, on se focalise sur développer des nouvelles fonctionnalités à base d'IA
pour apporter des nouvelles briques technologiques aux constructeurs et qu'ils puissent les intégrer sur leur machine en réduisant au maximum leur time to market, donc le temps d'intégration dans les machines et la mise à disposition de ces fonctionnalités auprès des clients finaux. Donc ça, c'est un axe extrêmement clé pour nous et on axe notre innovation et notre R&D aujourd'hui là-dessus. Et le deuxième point, évidemment, c'est renforcer nos partenariats, enfin développer des partenariats avec ces constructeurs. Donc on ne parle pas uniquement de vendre un système ou une caméra de détection de piétons aujourd'hui auprès de ces constructeurs, même si évidemment c'est ce qu'on va chercher à faire dans le court terme. Mais l'objectif, c'est de définir des feuilles de route conjointes et de leur montrer ce que peut apporter l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle les technologies de perception pour amener un niveau d'intelligence et d'abstraction plus élevé. C'est-à-dire qu'on ne va plus aujourd'hui seulement détecter et localiser une personne, on va identifier est-ce qu'on est dans une situation de risque, est-ce que la personne elle a vu qu'il y avait un véhicule, est-ce que la personne elle est devant ou derrière une barrière, voilà. On est plutôt sur la perception de risque, sur un niveau d'intelligence artificielle qui comprend le contexte, aussi bien pour la sécurité que pour la productivité. Voilà, aujourd'hui, c'est ça c'est sur quoi on travaille, proposer des roadmaps communes et aller plus loin et plus longtemps avec les grands acteurs des chariots et des engins de construction. Donc aujourd'hui, ça c'est un transparent qu'on a déjà partagé dans le passé. C'est une idée du marché des engins de construction et des chars élévateurs, des engins neufs par an sans la Chine. C'est un peu moins de 2 millions de nouveaux véhicules neufs par an. Aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins les constructeurs qui représentent la moitié de ces volumes qui sont en train de travailler sur des programmes, des roadmaps d'intégration de l'IA sur leurs engins. Aujourd'hui, on discute avec des constructeurs qui représentent au moins la moitié de ces 800 000 véhicules neufs par an. Donc les décisions, enfin donc on attend plusieurs décisions cette année et les discussions sont de plus en plus intenses et approfondies. À savoir qu'aujourd'hui, pour la plupart de ces constructeurs, c'est un véritable challenge, hein, parce que passer de fabriquer des engins de construction ou des chars élévateurs ou jusqu'à récemment, ce qui comptait, c'était la robustesse, c'était la puissance embarqués, au-delà des aspects, des challenges d'électrification dernièrement. Maintenant, c'est un nouveau métier pour eux d'intégrer de l'IA sur ces véhicules-là. Et donc, ils se cherchent aussi, chaque constructeur a sa propre architecture, a ses propres enjeux et ses propres turpitudes, j'ai envie de dire, et qui le conduisent à mettre plus ou moins de temps pour décider comment il implémente l'IA dans sa feuille de route et à quel rythme. Voilà. Mais ceci dit, voilà, cette année, on s'attend à pouvoir être en mesure de partager plusieurs partenariats publiquement. En tout cas, c'est notre objectif. Et aujourd'hui, ces discussions-là s'intensifient aussi bien avec des grands constructeurs qu'avec aussi les acteurs, les fournisseurs de premier niveau de ces constructeurs. D'autant que le marché des chars élévateurs est attendu à croître de 66% d'ici à 2032, avec une base en 2023. Donc on voit un très grand potentiel de développement d'ici à la fin de la décennie. Ici, on a un transparent qu'on a déjà partagé plusieurs fois, mais qui a un bon résumé de notre vision globale. Donc à gauche, on a un environnement extrêmement dynamique qui évolue extrêmement vite. Alors aussi bien sur les capacités de calcul embarquées, qui sont maintenant disponibles à des prix de plus en plus abordables. On a aussi une évolution rapide de l'intelligence artificielle. Alors ça, on entend parler tous les jours, hein, encore dernièrement des nouvelles informations sur DeepSeek. Donc ça, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire qu'on va être, avec une IA de plus en plus intelligente, on va être capable de fournir des fonctionnalités de plus en plus sophistiquées en embarqué. Et enfin, maintenant, une véritable appétence pour les clients finaux qui sont prêts à utiliser l'IA pour améliorer la sécurité et la productivité de leurs engins et de leurs sites, même si, encore une fois, on n'est pas dans le B2C, on est dans du B2B, donc l'exigence de robustesse de la fonctionnalité
est très élevé dans l'industrie. Et donc, ça nécessite de la mise au point assez poussée. Donc, pour répondre à cet environnement-là, chez Arcure, on se concentre sur ce qu'on appelle notre framework IA, donc tout le savoir-faire pour développer et mettre au point des fonctionnalités à base d'intelligence artificielle pour les engins industriels, le logiciel et les systèmes de perception. Voilà, c'est vraiment notre cœur business aujourd'hui. On va concentrer tous nos efforts de R&D sur l'innovation, sur l'IA, sur les nouvelles fonctionnalités pour nos clients finaux. Ce qu'on va apporter aux grands constructeurs, c'est notre agilité. On discute avec les utilisateurs finaux et on est connecté au plus près des avancées technologiques. Et donc, on a une capacité d'itération beaucoup plus agile que les très grands acteurs de la construction d'engins et de chariots élévateurs. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on leur propose et c'est aujourd'hui l'objet de discussions assez approfondies avec plusieurs d'entre eux. Et évidemment, on va aussi continuer à déployer en aftermarket pour nos clients grands comptes utilisateurs la solution de plateforme complète. Donc, c'est ce qu'on est en train d'exécuter aujourd'hui, c'est la digitalisation des véhicules. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on va continuer les années qui viennent. Le coup d'après qu'on voit pour la fin de la décennie, c'est utiliser ces capteurs également pour améliorer la sécurité et la productivité des sites industriels. C'est ce qu'on appelle la digitalisation des sites industriels. Et ce sera un nouveau levier de croissance à partir de la fin de la décennie. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et on va donc maintenant partager et répondre aux différentes questions. Ouais, on va commencer, bonjour à tous, on va commencer par les questions qui nous sont parvenues par mail. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de nous faire parvenir vos questions en amont de la réunion. N'hésitez pas à le faire. On va commencer d'abord par une question sur l'état des lieux du marché après un second semestre 2024 qui a été marqué par quelques décalages de commandes. Quel est l'état du marché en ce début d'année et quelles sont les perspectives pour cette année? Voilà. On a effectivement un deuxième semestre qui était marqué par un attentisme de la part des industriels qui ont retardé certains investissements. À partir de novembre, on sentait un frémissement aux États-Unis. Là, en ce début d'année, ça va. C'est pas non plus l'euphorie, hein. Donc, moi, j'imagine que c'est une surprise pour personne. Il y a des incertitudes qui concernent le commerce international, qui concernent la géopolitique, donc, et les taux d'intérêt liés à l'inflation. Donc, ces incertitudes-là, elles retardent encore certains investissements. Donc, pour nous, l'activité commerciale elle est très intense à l'heure actuelle et l'activité industrielle, donc, elle est correcte, en ligne avec notre budget. Néanmoins, voilà, on espère quand même une accélération du business d'ici la fin du semestre et on espère que ces incertitudes, notamment liées à l'inflation et aux tarifs, vont être levées pour que les vannes de l'investissement se réouvrent pleinement. Voilà. Pour compléter le message de Franck, ce qui est important, c'est que les grands clients avec qui on travaille, qui sont en cours de déploiement du Blackster, sont toujours motivés pour déployer le Blackster. Alors après, ils sont effectivement tributaires des politiques d'investissement des grands groupes, mais il y en a certains chez qui ça semble se débloquer. Ça, c'est une information importante. Et l'autre point, c'est qu'on continue d'élargir notre base de clients grands comptes qui souhaitent s'équiper et déployer un Blackster. Donc voilà, donc on voit qu'il y a toujours une appétence de plus en plus forte pour s'équiper et on arrive à convaincre de nouveaux grands groupes. Voilà, on continue notre travail d'extension de notre base client. Une question sur la dernière génération de Blackster, qu'on peut appeler le Blackster 5. C'est un lancement qui a été très progressif sur 2024, qui est effectif maintenant ce début d'année 2025. Est-il prometteur? Est-ce qu'il y a déjà de premiers retours, de premiers indicateurs à partager? On a un très bon accueil des clients sur le Blackster 5. Après, on a une nouveauté sur le Blackster 5, c'est qu'on a une gamme de produits qui est plus élargie, avec une entrée de gamme et un haut de gamme. Donc, on a aujourd'hui des très bons retours de cet élargissement de la gamme. Aussi, on a également aussi de très bons retours sur la partie plus premium, qui effectivement
offre des performances qui sont très appréciées actuellement des premiers clients. Alors, c'est une bonne transition. On nous pose aussi la question de cette offre entrée de gamme qui a été lancée à la fin de l'année 2024. Est-ce qu'elle permet de contenir la concurrence à bas coût qu'on a pu voir émerger ces derniers mois? Oui, ça fait partie du très bon retour qu'on a sur le Blackster 5. On a un certain nombre de clients qui attendaient effectivement qu'on ait une solution, enfin une offre entrée de gamme, parce que à des tarifs d'entrée de gamme, ils préfèrent acheter du Blackster. On nous a vu sur 2 salons et puis on aura un troisième au début du mois d'avril. Mais les 2 salons Logimat et Promat en Europe et aux États-Unis. Quel est le sentiment général à l'issue de ces 2 salons, des contacts qu'on a pu avoir? Est-ce qu'il y a des évolutions d'échanges observables sur ces événements? Tu peux parler de Logimat, tu peux parler de Promat si tu veux. Donc sur Logimat, donc, qui a lieu à Stuttgart en Europe, on a eu un retour très positif et ça a été l'occasion de discussions extrêmement approfondies avec un certain nombre de constructeurs. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un changement, enfin, on voit une progression, je dirais, une accélération tous les ans sur l'intérêt des constructeurs pour comprendre ce que peut apporter l'IA et pour comprendre aussi ce qu'on peut leur apporter et comprendre les innovations. Voilà, parce qu'on a présenté un certain nombre de nouveautés à nos clients, à nos partenaires privilégiés pour qu'ils puissent se représenter les bénéfices pour les futurs conducteurs d'engins, enfin de chariots élévateurs en l'occurrence pour Logimat. Ouais, sur Promat, donc Promat, c'est le salon numéro 1 en matière de logistique aux États-Unis cette année, hein, ça alterne avec Modex. L'an prochain, ce sera Modex. Donc, Promat, c'était très actif cette année, en beaucoup de visiteurs. Donc, pour nous, c'était un très bon salon. On a récupéré énormément de nouveaux contacts à l'issue de ça. Si on compare à celui d'il y a 2 ans, c'est sûr que la situation est quand même bien différente parce que l'IA sur les véhicules, c'est devenu quand même quelque chose d'un peu plus connu. Et donc, on a spontanément beaucoup plus de visites que dans les années précédentes. Et donc, bon, c'était quand même assez comique parce qu'il y avait pas mal de moments dans le salon où on saturait complètement le couloir en face de notre stand. Il y avait beaucoup de visites et on avait un démonstrateur du Blackster 5 qui était très demandé. On démontrait aussi, on a montré les fonctionnalités Connect aussi sur le salon. Donc on était, je crois, 5 ou 6 sur le stand et c'était nécessaire pour adresser toute la demande. Voilà, après, si je suis honnête, je vais dire aussi qu'il y avait des concurrents qui étaient représentés, donc des concurrents bas de gamme qui sont là et qui n'étaient pas là les années d'avant, mais ça montre aussi que ce marché, il est en train d'arriver, y compris en Amérique du Nord, et donc pour nous, c'est très positif parce que ça valide le fait que le marché est en train d'exploser, et donc c'était aussi intéressant d'aller espionner la concurrence et de voir comment ça se passait. Voilà. Parlait des OEM et notamment à Logimat. On l'a dit dans la présentation, peut-être on peut le répéter. Une question qui est arrivée plusieurs fois par mail sur les annonces de partenariat en 2025. Est-ce qu'on est toujours confiant sur le partage d'informations de ce type au cours de l'année? Donc aujourd'hui, on discute avec un certain nombre de partenaires OEM, hein, soit grands comptes finaux, enfin soit des fabricants, soit des tier one. Donc on est toujours assez confiant pour annoncer plusieurs partenariats. Aujourd'hui, sur quoi on travaille avec eux? D'une part, sur définir leurs besoins et leurs roadmaps, parce qu'on cherche des partenaires assez approfondis, pas uniquement vendre la détection de piétons à court terme, même si évidemment on le souhaite aussi. Et ensuite, on est assez tributaire de comment on l'intègre dans leur architecture, parce qu'ils ont chacun des architectures spécifiques, avec des écrans ou pas d'écran. Ils ont des caméras ou ils n'ont pas de caméra. Ils ont un calculateur, ils n'ont pas de calculateur. Donc, donc le temps, je dirais, d'intégration va largement dépendre de comment est-ce qu'ils souhaitent intégrer ces fonctionnalités-là, quel champ de fonctionnalités ils souhaitent intégrer. Et ensuite, à quelle vitesse ils vont eux-mêmes travailler, parce qu'en fonction du type d'intégration, ça peut être aussi lié à leurs propres travaux
ou leur propre développement, je dirais, de fonctionnalités. Souvent, ça s'intègre dans une roadmap. Donc, s'ils prennent un peu de retard sur la roadmap, bah, voilà, le projet aussi prend globalement de la roadmap, du retard. Voilà, mais on est assez confiant quand même sur ces partenariats. Enfin, en tout cas, certes, on communique pas dessus, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ça s'intensifie de plus en plus. Et c'est une excellente nouvelle. Maintenant, voilà, on communiquera aussi si le partenaire souhaite communiquer, hein. On est aussi tributaire des clients qui doivent pouvoir nous autoriser à communiquer leur nom. Mais ça avance bien et on est confiant pour communiquer sur plusieurs nouveaux partenariats en 2025 aujourd'hui. Toujours sur les OEM, est-ce que la satisfaction exprimée par les clients sur l'aftermarket, donc qui sont les clients des OEM, est-ce que cette satisfaction dans l'aftermarket peut avoir une incidence sur la décision de certains OEM dans le choix des solutions Blackster? C'est absolument clé. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les grands OEM, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, nous connaissent, parce que leurs clients ont parlé de nous. Donc c'est absolument clé. Et c'est la preuve en fait que nos produits fonctionnent. Voilà. Il n'y a pas mieux que les clients qui demandent aux OEM d'intégrer directement nos solutions. Ça arrive régulièrement. Et ce sont nos meilleurs alliés pour convaincre les OEM de nous intégrer montée d'usine. Alors, il y avait une petite question qui peut être l'occasion d'un rappel. Donc, on parle des engins neufs, mais il y a les engins en fonctionnement qui sont déjà en utilisation chez les industriels. Est-ce que ça fait partie de notre marché? Est-ce qu'on l'adresse? Est-ce qu'il est plus difficile à adresser? Je laisse répondre. Oui, ben, ce qu'on appelle nous l'aftermarket, ça reste majoritaire dans notre portefeuille aujourd'hui, hein. À terme, on pense que l'essentiel de nos ventes se feront via les constructeurs, mais pour l'instant et pour encore quelques années, ce qu'on appelle l'aftermarket, c'est-à-dire le montage hors usine du Blackster, va rester majoritaire. Après, ça peut être quand même sur du véhicule neuf, mais du véhicule neuf monté en concession. On monte le Blackster en concession. Et donc, cet aftermarket, en 2024, ça représentait la grande majorité de nos ventes. Et donc, on adresse ce marché, comme on le dit traditionnellement, sur deux canaux. Soit on vend en direct à l'utilisateur final, donc on vendrait directement, par exemple, à un chantier Vinci, une usine ArcelorMittal, ou on vend via le concessionnaire de machines qui fait directement le montage, qui fait la vente du Blackster. Une question qui revient, une question qu'on a déjà adressée précédemment sur le délai de livraison de quelques semaines et donc l'impact sur la visibilité à moyen terme de l'activité d'Arcure. Le moyen pour y remédier, selon vous, et on imagine que les partenariats OEM en font partie. C'est la réponse, hein. La réponse, c'est ça, hein. C'est les partenariats OEM, même si eux-mêmes n'ont quand même pas une visibilité totale avec beaucoup d'avance. Mais en général, ils nous annoncent quand même des prévisions pour l'année. Donc, ça donne quand même un petit peu plus de visibilité. Donc, à terme, pour nous, les partenariats OEM, ça offre du volume, de la profitabilité, de la visibilité, y compris d'ailleurs sur le moyen terme. Parce que les partenariats OEM, ça permet d'une part d'avoir une visibilité sur les volumes des 12 prochains mois, mais ça permet aussi d'avoir une visibilité sur ce qui va composer notre portefeuille produit pour les quelques exercices qui suivent. Puisqu'on sait qu'il y a telle technologie, telle part de logiciel, tel type de hardware versus un autre hardware. Donc ça, pour nous, c'est vraiment essentiel dans la stratégie et c'est pour ça qu'on y met des efforts importants. Alors, toujours au chapitre de la visibilité, il y a la question de la récurrence et du revenu récurrent. C'est un axe d'évolution du business model. Comment vous voyez les choses sur ce plan-là? La récurrence, elle vient de plusieurs choses. Pour nous, au premier ordre, la récurrence, elle vient du fait que quand on fait une vente, en fait, elle concerne une flotte de véhicules. Et donc, en général, les gens achètent du Blackster à l'occasion du renouvellement de la flotte qui se fait au rythme de un quart ou un sixième par an. Donc ça crée de la récurrence. Quand vous gagnez un compte comme ArcelorMittal, ça crée de la récurrence par la nature même de ce business.
où Arcelor va équiper site par site au fur et à mesure du remplacement des flottes. Donc, en fait, ça, c'est au premier ordre la réponse qui concerne la récurrence. Après, bon, bien sûr, derrière cette question, on comprend que traditionnellement, on nous demande est-ce que vous n'auriez pas une possibilité de vendre des abonnements ou de vendre des licences? Donc, ça, c'est un autre volet de notre stratégie. On vend maintenant, on a une offre abonnement sur notre dashboard. Et cette offre va se déployer. Il y a une bonne pénétration d'ailleurs des abonnements, donc ça c'est intéressant. Néanmoins, la façon dont on le vend, les prix que nous pratiquons pour l'instant font que ça restera minoritaire dans notre chiffre d'affaires cette année et pour encore les quelques exercices qui viennent. Ensuite, à terme, à la fin de la décennie, est-ce qu'on aura une majorité de ventes liées à des licences ou du logiciel ou des abonnements? Bah ça fait partie des incertitudes justement sur la nature du chiffre d'affaires à la fin de cette décennie. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait de la vente via des licences ou via des abonnements, bon, bien sûr, le taux de marge brute, il est considérable, il est proche de 100%. Donc ça va être pour nous un élément de motivation pour proposer ça en priorité. Néanmoins, dans notre industrie, les gens, ils ont leurs habitudes, ils ont leur seuil d'investissement, et donc on ne peut pas forcer les clients à choisir de l'abonnement s'ils préfèrent acheter de l'équipement avec la licence dans l'équipement. Question sur le décalage des commandes dont on a parlé pour la fin de l'année 2024. À votre avis, quand est-ce que ce sujet-là peut être conclu? Est-ce que ces décalages vont être rattrapés dans l'année, dans les 2 ans? Est-ce qu'il y a une réponse à ce stade à donner aujourd'hui? Voilà, on est dépendant de ce qu'on a dit tout à l'heure. On est quand même dépendant de l'investissement des grands comptes hein, qui, eux, regardent la macroéconomie. Après, ce qui est important, c'est que nous, on est au contact des clients qui souhaitent se déployer. Ils souhaitent toujours se déployer et on est en train d'en convaincre d'autres. Voilà, donc au moment où ça va se débloquer, ça se débloquera. Après, on sent certains déblocages. Faut voir comment ça va évoluer. On espère en tout cas des déblocages aussi rapides que possible, mais on continue notre travail de conquête de nouveaux clients. Une question sur les États-Unis. Y a-t-il aujourd'hui des conséquences visibles ou éventuellement anticipées sur la filiale américaine de la politique du nouveau président, de la nouvelle administration états-unienne? On suit ça de près. Au premier ordre, les négociations en cours sur les tarifs créent un attentisme qui probablement ralentit le business en Amérique du Nord. Ensuite, toujours les mêmes discussions sur les tarifs créent une incertitude sur l'inflation, donc sur les taux d'intérêt, donc sur l'investissement. Donc voilà, ça c'est deux phénomènes qui sont purement liés à la politique actuelle du gouvernement américain. Ensuite, nous, est-ce que nous serons impactés si jamais il y avait des frais de douane additionnels? Ben là, on aura la réponse qu'à la fin de la négo. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'est quand même pas à zéro. C'est-à-dire que quand on fait rentrer du matériel de la France vers les États-Unis, dans certains cas, on paie des frais de douane. Et dans certains cas, ils peuvent être assez élevés. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une politique tarifaire assez élevée aux États-Unis. Et de même, quand on exporte des États-Unis vers le Mexique ou des États-Unis vers le Canada, on paie aujourd'hui entre 14 et 18% de frais de douane. Hein. Donc on ne part pas non plus d'un niveau zéro. Hein. Donc on va voir où tout ça se termine. Comme on peut faire la réponse que font tous les industriels américains à l'heure actuelle, on appliquera, nous, les conséquences sur les prix. Et puis voilà, et les industriels peuvent s'attendre à devoir augmenter leur prix d'achat si jamais les tarifs s'appliquent vraiment. Mais on n'est pas à la fin de l'histoire. Les négociations sont en cours et il y a de tels enjeux qu'à la fin, il y aura quand même une logique économique à tout ça hein, pour essayer de maintenir la croissance. C'est ce qu'on peut anticiper. Une question sur l'apparition de DeepSeek. Est-ce que ça peut avoir un impact sur nos investissements et les grands axes de notre R&D? Donc le DeepSeek et l'IA chinoise, ça fait partie de benchmark hein, depuis, on n'a pas attendu DeepSeek. Il y a un scanning perpétuel de toutes les avancées sur l'IA. Ça conforte plutôt justement, c'est un argument de plus pour nous pour expliquer
aux fabricants que faire de l'IA, c'est très spécifique, ça évolue extrêmement vite. Il vaut mieux travailler avec des gens dont c'est le métier et dont c'est le savoir-faire. Donc oui, DeepSeek peut ouvrir des opportunités parce qu'il va contribuer à accélérer, à réduire la taille des réseaux de neurones en embarqué. Voilà, donc on regarde ça. Après, il faut quand même se méfier. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais en tous les cas, nous, c'est étudié de façon, je dirais, systématique. Toutes les nouveautés IA, qu'elles apparaissent en Asie ou aux États-Unis ou en Europe, ça fait partie de nos benchmarks en continu. Et on prendra toujours les solutions les plus intéressantes pour nos clients et pour nos produits. Une question sur la dette. Quelle est la stratégie en termes de remboursement de la dette sur les prochains exercices? Donc, en fait, on n'a pas vocation, je veux dire, à faire croître la dette beaucoup plus haut que ce qu'elle est aujourd'hui. Par contre, il faut quand même qu'on puisse financer autant que possible notre BFR par de la dette bancaire. Il ne faut pas financer le BFR avec du capital. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, en particulier dans des phases de croissance comme on les connaît ces dernières années, on cherche toujours à financer la croissance du compte client ou la croissance du stock avec de la dette bancaire classique. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, on le fait, c'est des marges d'escalier. On ne le fait pas de façon progressive. Donc là, on a pu sécuriser 1,7 million d'euros de dettes nouvelles au cours de l'exercice 2024. Mais en même temps, les autres dettes amortissables, on a continué à rembourser le principal à hauteur de 1,2 million, je crois. Donc, on se retrouve finalement avec un solde positif sur l'exercice 2024, mais il y a des années où c'est négatif. Donc, on maintient cette politique où, en gros, le BFR, il faut quand même le financer principalement avec de la dette amortissable. Ensuite, on a un autre aspect dans le bilan qui est cette dette junior, donc voilà, contractée en 2022. Donc ça, c'est une question pour 2027. À l'horizon 2027, les obligations convertibles arrivent à leur terme, et donc là, il faudra faire un choix, mais au premier ordre, le choix appartient à Inverready, qui est le fonds qui a apporté ces obligations convertibles. C'est eux qui décideront s'ils convertissent ou non. Et s'ils décident donc de ne pas convertir, nous, on va avoir une préférence naturelle pour remplacer ça par de la dette bancaire classique. Et compte tenu des bonnes relations que nous avons avec les établissements bancaires de la société et on va dire notre bon track record, on pense que ça sera faisable de substituer la dette bancaire classique aux obligations convertibles le moment venu. Mais là, ce n'est pas le moment d'en parler puisqu'on ne sait pas encore quelle sera la décision d'Inverready à ce moment-là. Alors, une question sur des objectifs financiers à moyen terme, on parle de 3 à 5 ans, comme cela a été fait en 2021. Est-ce qu'on envisage de communiquer sur tels objectifs, sur une nouvelle guidance aujourd'hui? Voilà, donc ça, on a donc tout à l'heure, Jean-Gabriel a abordé un petit peu la nature des relations avec les OIM, et sachant que pour les années qui viennent, le business OIM, ça va être vraiment le vecteur de croissance principal. Donc, compte tenu des incertitudes nombreuses sur la nature de ce chiffre d'affaires, est-ce qu'on va vendre du matériel ou du logiciel? Quel sera le taux de pénétration chez chacun de ces OIM? Combien d'OIM on va gagner? En fait, nous, aujourd'hui, on a certes un plan moyen terme, donc on a un plan interne à 2030. On a bien sûr le consensus des analystes qui donne une vision de la trajectoire de la société. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un plan moyen terme interne et des projections qu'on souhaite communiquer sur un objectif. Parce que le fait de communiquer sur un objectif, ça nous crée des obligations, ça crée une rigidité dans les objectifs, qui nous crée ensuite des obligations de reporting qui ne sont pas en adéquation avec justement la nature incertaine de ces contrats avec les différents OIM. Donc à ce stade, et c'est pas forcément définitif comme décision, mais à ce stade, nous avons décidé de ne pas donner d'objectifs clairs. Et pour les gens qui se posent la question, bien sûr, de l'avenir de la société, premièrement, donc, on a un plan moyen terme, et deuxièmement,
si on se réfère aux notes d'analyse, je pense qu'elles donnent une vision assez réaliste, une vision moyenne assez réaliste de ce que peut être le futur de la société et la trajectoire financière pour la société. Voilà, on a des objectifs de croissance rentable, hein, c'est ce qu'on a démontré ces dernières années et ça reste nos objectifs. Et après, effectivement, on est tributaire aussi du choix, des choix finaux d'architecture des grands clients OEM qui vont faire des gros volumes. Donc, il y a trop d'incertitudes aujourd'hui sur leur choix. On ne peut pas faire des paris en fait sur leur choix. Aujourd'hui, on est plutôt dans une proposition avec une grande flexibilité pour augmenter nos chances de travailler avec eux, effectivement. Question sur les modalités d'un partenariat OEM. Est-ce qu'on peut envisager de recevoir un prépaiement, un acompte qui permettrait de financer le BFR? Les OEM peuvent être amenés à financer des customisations, enfin, voilà, plutôt des études d'intégration. Après, vous savez, les industriels, en général, ils essaient de payer le plus tard possible, hein. Voilà. Après, si c'est pour des développements, pour accélérer les roadmaps, ils peuvent effectivement payer une partie des études en avance de phase. Voilà. En général, c'est quand même plutôt, grosso modo, à l'avancement. Alors, on a une question qui nous demande le budget pour 2025. Ça, c'est une donnée, ce sont des données qui ne sont pas publiques. On ne communique pas sur le budget. Une question sur les dividendes. Est-ce qu'il est prévu? Est-ce qu'il y a un échéancier sur seulement le versement de dividendes? Donc la politique de la société, c'est de prendre toutes les opportunités de croissance. Et donc, pour l'instant, on n'a pas prévu de verser de dividendes. On utilise au maximum les ressources de la société pour aller chercher un maximum de croissance dans un contexte d'un marché qui explose littéralement, hein. On a des croissances sur notre marché qui sont considérables. Donc, il ne semble pas opportun de verser des dividendes, même si on a une politique prudente au sens où on maintient toujours une profitabilité, on essaie de maintenir un certain niveau de résultat net, mais dans le but d'injecter ça vraiment dans l'investissement pour la croissance. Et ça peut changer dans le futur, mais tant qu'on n'a pas la conviction que notre marché est arrivé à maturité, on n'a pas l'intention de verser des dividendes. On préfère se concentrer sur la création de valeur. Voilà, création de valeur qui aura un impact, enfin, qui, du coup, par conséquent, aura un impact sur la valeur de l'action. Écoutez, merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions. On va pouvoir vous laisser quelques secondes si jamais il y a une petite dernière question qui voudrait arriver. J'avais vu une question sur la commercialisation de la framework IA. La framework IA, c'est notre savoir-faire. Donc, en fait, la façon dont on le commercialise, c'est de l'utiliser pour développer des produits IA qui peuvent être soit logiciels, soit des produits complets, des nouvelles fonctionnalités. Et après, c'est en vendant ces produits-là, qui peuvent être soit des licences logicielles, soit des produits complets. C'est comme ça qu'on va gagner notre vie. Alors, une dernière question. La technologie Blackster peut-elle devenir un standard de marché? Elle l'est déjà. Oui, aujourd'hui, c'est le benchmark. On espère que ça va le rester, hein, pour quelques années, mais aujourd'hui, sur l'ensemble des marchés, enfin, en particulier marché européen, marché nord-américain, quand un industriel nous met en concurrence, il compare le nouvel entrant au Blackster, qui est le benchmark sur le marché. Donc on va, bien entendu, on entretient ça à la fois du point de vue du marketing et du point de vue de l'excellence technologique, hein. Donc ça, c'est au cœur de notre stratégie. Ok, très bien. Je vois que Raphaël Giraud, vous avez une question. Est-ce que vous pourriez la poser dans le module de questions-réponses? Parce que les micros sont bloqués pour ces webinaires. Je vous laisser de quelques secondes. L'occasion de vous rappeler que on publiera évidemment le replay de ces conférences et on vous le fera savoir et vous pouvez évidemment les partager, elles sont faites pour ça. Alors, voilà.
Merci. Donc, Raphaël Giraud, quelle visibilité sur le CIR? Alors, bon, enfin, il y a plusieurs façons de comprendre la question, mais si c'est sur la pérennité du dispositif, on n'a pas de signaux concernant les PME, hein. Peut-être pour les grands groupes, il va y avoir, ça va raboter un peu. Pour les PME, on n'a pas de signaux qui mettraient en danger le crédit d'impôt recherche. Et ensuite, nous concernant, bon, ben, on investit chaque année un petit peu plus en R&D, donc on a tous les ans un petit peu plus de CIR. Ensuite, concernant le paiement du CIR, alors là, ça c'est une question qui est particulièrement intéressante puisque vous savez que l'État a 2 ans de retard pour nous payer le CIR aujourd'hui, mais on a pris l'initiative il y a 2 ans de changer de département en Île-de-France, et donc le nouveau département, on est rattaché maintenant au 91, paie beaucoup mieux le CIR et ils instruisent le dossier beaucoup plus vite. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on peut partager ce secret, Oui. le CIR Arcure 2023 est remboursé d'ores et déjà, Oui. alors qu'on attend toujours 2022. Voilà. Donc il se pourrait qu'on soit remboursé de 2 années en une seule fois pour l'exercice 2025. En tout cas, on y travaille. Bien que le 2022 ait été accepté, approuvé, hein. Oui, C'est une question de délai de paiement. Bon, écoutez, je pense qu'on est au bout de cette session de présentation et de questions-réponses. Je te laisse conclure, Franck, peut-être? Je vous laisse conclure. On vous remercie pour votre présence. On a de plus en plus de participants à ces conférences, donc ça nous conforte dans l'idée qu'il faut communiquer, qu'il faut être actif. Donc on va continuer à les faire, bien entendu, à professionnaliser notre communication financière. On vous incite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn plutôt pour la communication professionnelle, et puis X pour les relations investisseurs. Donc suivez-nous, posez-nous nos questions. On est ouvert aux questions et aux suggestions, bien entendu, pour partager sur notre actualité et sur nos ambitions. Voilà. Merci pour votre présence ce soir. Merci pour votre intérêt. Très bonne fin de journée. Merci Merci à à tous. vous. Bonne fin de journée.